Les cubes sont des implants d'enregistrement de personnalité et de mémoire, utilisés pour sauvegarder l'esprit en cas de mort physique du porteur. C'est une sorte d'instrument hybride, un microprocesseur quantronique sur un support biotechnologique, spécialement conçu pour éviter le rejet du corps de l'hôte. Les cubes sont généralement implantés à la base du crâne, d'où ils ont un accès plus simple à l'encéphale. Une fois activé, le cube déploie ses fibres de nanite qui traversent les os et les tissus pour établir un lien neuronal. Les équipements d'enregistrement des cubes absorbent constamment toutes les informations générées par le cerveau et les stockent immédiatement dans leur processeur quantronique à grande capacité. Néanmoins, pour gagner en espace et en performance, les cubes n'enregistrent pas les informations subconscientes et les isolent des informations qui restent imprimées dans les circuits neuronaux de l'utilisateur. Une autre caractéristique du cube est que l'utilisateur vivant ne peut pas accéder de lui-même aux informations qui y sont stockées. Pour pouvoir contrôler les informations, un lien externe avec un ordinateur à vitesse de calcul maximum est requis, ainsi qu'un programme de traduction sophistiqué. Une fois que le corps du porteur décède, le cube récupère les fibres de nanite, déconnecte les systèmes principaux et passe en mode veille, attendant d'être retiré. Les modèles les plus sophistiqués incluent également un transpondeur envoyant une notification aux unités de secours et rendant ainsi la localisation du corps plus simple. En plus de la personnalité et de la mémoire de leur porteur, les cubes prennent des échantillons génétiques au niveau moléculaire. De cette façon, quand le cube est retiré et doit être implanté dans un nouveau host, un corps biosynthétique, les ajustements requis peuvent être réalisés pour éviter un rejet physiologique inutile. Après la mort de l'utilisateur, le cube est retiré et transféré vers la banque de cubes la plus proche. Il y est identifié, catalogué et stocké en attendant que les possibilités d'avoir un nouveau corps se présentent. Suivant une certaine périodicité, dépendant des institutions, les proches peuvent aller à la banque de cubes et y demander une entrevue. Les entrevues sont rares car elles sont chères. Elles demandent l'activation du cube et plusieurs sessions d'adaptation pour éviter un choc traumatique à la personnalité préservée. Durant ces entrevues, les personnes enregistrées reçoivent des mises à jour sur leur situation et prennent des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur leur avenir. Une série d'investissements malchanceux peut aboutir à une prolongation de plusieurs décennies de leur séjour dans les limbes. Généralement, de leur vivant, les porteurs de cubes essaient de préparer au mieux leur situation post-mortem. Ils signent souvent des plans d'investissement pouvant générer une pension avec laquelle payer l'acquisition d'un nouveau host biosynthétique, ainsi que le lourd processus de résurrection. Il est à noter qu'absolument toutes les compagnies d'assurance, ainsi que certaines grandes corporations, proposent ce type de plan d'épargne spécifique. Cependant, il a été statistiquement prouvé que la majorité des habitants de la sphère portant un cube sont incapables de se payer un nouveau corps, du moins pas avant 102 années après leur mort. Une crise économique comme celle dont souffre actuellement la sphère peut reporter le délai à 115 ans. Néanmoins, ce qui peut le plus retarder la résurrection, c'est d'obtenir l'autorisation appropriée. Le représentant légal de la personnalité contenue dans le cube doit prouver que son client fut un citoyen exemplaire, qui développa une activité utile à la société, et qu'il est donc digne d'une deuxième chance. Les listes de demandes d'autorisation sont par conséquent extrêmement longues, et le processus d'évaluation peut être retardé pendant plusieurs décennies. Les chanceux qui ont le soutien des institutions guidant les plans de résurrection, comme les principales institutions religieuses de Panocéanie ou le parti de Yujing, peuvent voir ces périodes raccourcies drastiquement, pouvant être dans quelques rares cas ressuscités seulement quelques jours après leur mort. Pourtant, même si le taux de résurrection annuel est en constante augmentation, les autorités de résurrection sont toujours aussi limitées, en comparaison du nombre sans cesse croissant de cubes stockés dans les limbes. Par ailleurs, de nombreux motifs économiques, sociaux et démographiques soutiennent une politique conservatrice en matière de résurrection, considérant que les masses en veulent toujours plus. C'est pour toutes ces raisons que la loterie de résurrection, promue par Aleph, est devenue extrêmement populaire ces dernières années, offrant, sous couvert de l'aléa, des autorisations et des ensembles de traitements ressuscitants, ainsi qu'un lost de haute qualité. De l'autre côté de la loi, il existe un marché noir, bien achalandé, de lost équipés d'implants et de ressources illégales, allant de pair avec un groupe hétéroclite de psychosorciers, prêts à effectuer des résurrections illégales tant qu'il y a assez d'argent posé sur la table. Cependant, les résurrections illégales sont peu fiables, et très chères. La soie, essentielle au processus de résurrection, est onéreuse et très bien cotée. Ainsi, il n'y a aucune garantie sur la qualité des ressources utilisées. C'est souvent un ultime recours, réservé aux criminels en fuite ou aux testeurs dépravés de lost expérimentaux. Chaque nouvelle technologie a un impact sur la société, mais quand une innovation provoque de profonds changements, inimaginables une décennie avant son apparition, nous ne parlons plus d'impact technologique, mais de choc technologique. Ce qui arriva avec les cubes et la synthèse de la soie fut en effet un véritable choc, qui transforma la société en profondeur.
Dans les premiers temps, avant la synthèse de la soie, le cube semblait être un domaine de recherche intéressant, mais uniquement pour les compagnies, les corporations et les institutions qui voudraient garder une copie de leur meilleur directeur, ou chef de projet, stocké dans une cave comme conseiller éternel. Pourtant, la soie synthétisée, ayant prouvé sa capacité à offrir des résurrections avec un très grand taux de succès, une vraie révolution s'est mise en marche. Les compagnies développant le produit, parallèlement aux médias de masse, lancèrent des campagnes d'information dans lesquelles le mot immortalité était la clé. Rapidement, les plus riches et les plus influents purent ressusciter dans des Lost et devenir des post-humains. La littérature, l'art, le cinéma et le monde du divertissement spéculèrent sur les possibilités de cette nouvelle technologie. L'infini et l'éternité s'ouvraient devant une partie de l'humanité, capable de payer les matériaux, traitements et autorisations onéreuses. Grâce à Aleph, le cube est devenu l'objet le plus courant parmi les citoyens des nations les plus riches et les plus avancées technologiquement. D'autres puissances, comme l'Akislam, furent réticentes envers la distribution gratuite de cubes, optant pour un système d'enregistrement externe, plus lent, plus fatigant, mais facilement contrôlable par l'État. Cependant, ce fut sans doute dans l'armée que l'impact de l'apparition du cube fut le plus important. Soudainement, tout soldat tombé pouvait être ressuscité, si au moins son cube était retrouvé. Les armées de la Panocéanie ainsi que celles de Yujing lancèrent des campagnes publicitaires dans lesquelles ce fait était mis en valeur. Elles offrirent une assurance pour compenser la mort en service actif. Cette assurance administrait toutes les questions post-mortem du décédé, incluant son investissement pour faciliter ses possibilités de résurrection. De plus, en cas de vraie mort, dans lequel le cube de résurrection était détérioré de manière irréparable, l'assurance prévoyait de payer une forte compensation à la famille. Le 12 ajouta une nouvelle clause à la convention du Concilium, indiquant que toute dégradation volontaire d'un cube était illégale aux yeux des lois internationales, et était donc considérée comme un crime de guerre. Il semblait bien que l'humanité était parvenue à vaincre la mort. La seule question était de rendre cette technologie disponible à tous les citoyens de la sphère, et pas uniquement à quelques privilégiés, ce qui par bien des aspects semblait une tâche plus complexe que de simplement créer l'immortalité.